Je vais accueillir maintenant Soisek Bruno, qui va interviewer quelqu'un qui nous a fait la gentillesse d'être présent, d'ailleurs, Nicolas Froissart. Et je lui laisse le soin donc de présenter Nicolas. Bonjour à tous. Je vais proposer à Nicolas de me rejoindre, comme ça je vais pouvoir le présenter devant vous. On a un moment court, tu sais, quand on arrive sur scène avec une musique comme ça à l'américaine. Merci beaucoup. Alors, entrepreneur pour un monde plus chouette. C'est ainsi que vous vous définissez, Nicolas Froissart, sur votre profil LinkedIn, qui est suivi par plus de 100 000 personnes et qui vous a valu de rejoindre le programme LinkedIn Top Voice. Depuis 25 ans, vous œuvrez pour une société plus respectueuse de l'humain et de l'environnement, et votre parcours en témoigne. Il serait trop long dans le laps de temps qui nous est offert de citer toutes vos expériences, et j'espère que vous me pardonnerez de n'en citer que quelques-unes. Pendant 23 ans, vous avez co-dirigé le groupe SOS, un acteur majeur de la lutte contre les exclusions en France. Durant cette même période, vous avez également présidé Active, une plateforme qui aide les collectivités à développer l'engagement citoyen, et siégé au conseil d'administration de Mouvement Impact France, qui fédère et représente des entrepreneurs qui ont choisi de placer l'efficacité économique au service de l'intérêt général. En 2023, vous avez pris la direction de la fresque du climat, qui sensibilise aux enjeux climatiques dans plus de 170 pays. Puis depuis le début de cette année, vous vous êtes engagé dans une nouvelle mission en tant que directeur général de l'association Sauvegarde de l'adolescence à Paris. Tout cela, c'est sans compter vos actions à titre personnel qui témoignent de votre conviction profonde qu'on peut tous œuvrer à son niveau et au quotidien au service d'un monde meilleur. L'attention aux autres, l'enjeu du 21e siècle, est d'ailleurs le titre de la conférence que vous avez donnée en septembre 2023 au TEDx Paris, que j'encourage chacun à visionner. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Nicolas Froissart, pour porter votre voix en ouverture d'OAPI Braise, qui soutient votre conviction dans le monde du management. Vous pouvez l'applaudir, je pense. Alors, avant de démarrer cette interview, moi j'aimerais connaître votre définition du management bienveillant. Merci déjà. Ça marche ou pas? Il faut mettre... Il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert, Nicolas. Merci. S'il n'y a pas un problème de technique ou de micro quand on démarre, ça ne le fait pas. Donc. On est d'accord. Merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être avec vous. Management bienveillant, je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites dans les vidéos précédentes et notamment celle de M. Seriex. Et moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que j'ai deux boussoles en tant que manager, c'est la bienveillance et l'exigence, justement. C'est pas très original. C'est facile à dire, après à faire concrètement, c'est plus complexe. Mais je crois effectivement que les deux sont très liés et qu'on a besoin de bienveillance. Et c'est vrai, vous parliez de LinkedIn, où on voit parfois des gens commencer à ricaner quand on parle de bienveillance. Ça m'énerve. Le monde des bisounours. Parce que sinon, si on n'est pas bienveillant, on est quoi? On est malveillant, et il y en a de la malveillance dans l'entreprise et ailleurs. Non, je pense qu'on a besoin effectivement d'avoir des managers qui font attention à leurs équipes, qui vont les accompagner face aux difficultés, les faire progresser, qui sont capables de se remettre eux-mêmes en question. C'est pas si fréquent. Et c'est avec cette bienveillance qu'on peut justement être exigeant. Les deux s'enrichissent l'un l'autre. Et l'exigence sans bienveillance, c'est compliqué. Et s'il n'y a que de la bienveillance, on ne va pas aller très loin non plus. Donc moi, j'essaye de faire ça au quotidien. Après, ça a été dit, ce n'est pas une science. On apprend, on se trompe. Et puis, on essaye de progresser. Avec ces deux boussoles, je trouve que c'est pas mal, en tout cas, comme repère. Trouver l'équilibre. Oui. Comme nous l'avons découvert, donc vous œuvrez à la fois au service des humains et de la planète. Quel est le point commun entre vos engagements sociétaux et vos engagements écologiques ? Oui, c'est vrai que dans mon parcours, d'abord au groupe SOS qui fait plein de choses sur les deux sujets, et puis après la fresque du climat, aujourd'hui la sauvegarde de l'adolescence en matière de protection de l'enfance. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux sociaux et
et environnementaux, en essayant de le faire de façon entrepreneuriale, c'est-à-dire de bien gérer ce qu'on a à gérer et puis d'essayer de développer, proposer des choses qui sont toujours plus utiles pour ces sujets sociaux et environnementaux. Quelle était la question déjà ? C'était le point commun entre justement l'engagement au niveau sociétal et l'engagement écologique. Eh ben, tout est lié, c'est-à-dire qu'on voit bien. Quelqu'un a déjà fait la fresque du climat ? Vous avez déjà participé à une fresque ? Ouais, levez la main. Ouais, une moitié, plus, ouais, 3/4 quasiment. Bon. On voit avec, par exemple, la fresque du climat, que ce qui commence à se passer sur l'enjeu climatique va renforcer les inégalités, va avoir des impacts sur la santé des individus. Donc c'est extrêmement lié. Et on sait en plus que ces enjeux environnementaux vont justement nous concerner tous, mais parfois avoir plus de conséquences sur les personnes qui sont déjà les plus exclues aujourd'hui. C'est pas très compliqué à imaginer, hein, quand on fait un travail, quand on a un job manuel difficile, qu'en plus il va y avoir des conditions extrêmes, notamment de chaleur. Les zones les plus polluées sont les zones où il y a des populations les plus pauvres, etc. etc. Donc lutter contre l'enjeu climatique, environnemental, même si on a un peu tendance je ne sais pas ce qu'on en fait de cet enjeu en ce moment, on l'oublie. Le problème, c'est que si on l'oublie, les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, qui ne sont pas rigolotes, hein, les guerres, les situations d'inégalité, de pauvreté, vont se développer encore plus vite, quoi. Donc ce serait bien que nos politiques et nos médias n'oublient pas ça, parce que si on l'oublie, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc il faut se mettre au boulot, quoi. Est-ce que c'est une espèce de respect du vivant au sens large ? Ah oui, forcément. Mais c'est un peu la bienveillance pour soi déjà, parce que le monde dans lequel on va vivre, il va pas être super agréable pour nous-mêmes si on continue comme ça. Et puis oui, la bienveillance, c'est faire attention à soi, faire attention aux autres, faire attention à notre environnement, à ce qui nous entoure. Et je pense que l'être humain, il est plutôt fait pour ça, plutôt que de détruire tout ce qui nous environne. Enfin, je pense que c'est quand même plus sympa à un moment de respecter ce qui fait qu'on est ce qui fait qu'on est un être humain, tout simplement. En quoi votre expérience de la fresque du climat a-t-elle influencé votre approche du management bienveillant et de la RSE ? Alors, donc la fresque du climat, c'est cette révolution pédagogique pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui permet pendant 3 heures de découvrir vraiment en profondeur ce qui se passe sur le climat, donc les conséquences, les liens entre les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Et c'est fait, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais d'une façon qui est assez, je trouve, effectivement révolutionnaire. D'ailleurs, il y a 150 projets de fresques qui s'inspirent de la fresque du climat sur des sujets environnementaux, biodiversité, déchets, océans, RSE maintenant, économie circulaire. Il y en a aussi sur les sujets sociaux, fresque du sexisme, fresque de la diversité, fresque de l'équité. Enfin voilà, il y en a sur tous les sujets. Et c'est super parce que ça permet sur des thèmes qui sont parfois très compliqués, en fait, en un temps qui est long, mais qui n'est pas non plus des semaines, donc c'est une demi-journée en général, de vraiment à la fin maîtriser quand même assez en profondeur, en tout cas les grands mécanismes d'un mécanisme qui peut être complexe comme le dérèglement climatique. Et pour faire le lien avec votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille beaucoup aussi sur soi ou sur les émotions justement qu'on reçoit quand on parle de dérèglement climatique et de toutes ces conséquences pas très rigolotes dont je parlais il y a quelques minutes. Et on le fait en groupe et effectivement le fait de travailler aussi sur vraiment ce qu'on ressent, ce que ça nous fait de réfléchir à ça. Ça crée, pas chez tout le monde, hein. Il y en a qui continuent à faire n'importe quoi alors qu'ils ont fait une fresque du climat, mais il y en a beaucoup qui ont changé avec cette fresque du climat, qui ont changé leurs habitudes, leur façon de consommer, parfois ils ont changé de vie. C'est pas du jour au lendemain, mais ça a été le début de quelque chose. Parce que justement, il y a cette prise de conscience et le fait vraiment qu'on travaille en profondeur sur ce que ça nous provoque aussi en nous, ces conséquences futures, et qu'on le fait aussi en groupe. Et qu'on se projette, c'est-à-dire comment individuellement je peux m'impliquer moi, comment collectivement le groupe par exemple qui participe à une fresque, comment demain on peut changer nous-mêmes, parce que je pense que
Ça a été dit dans une vidéo, la question de responsabilité, je pense qu'elle est importante. Oui, tout commence toujours par une prise de conscience de toute façon, donc c'est ce que vous allez faire aujourd'hui toute la journée. Donc vous avez été membre de la Convention des entreprises pour le climat, donc la CEC. En quoi cette convention a-t-elle modifié votre perception de la société, et notamment en matière de management responsable et d'engagement sociétal? C'était super intéressant. Donc, vous connaissez tous la Convention citoyenne pour le climat. Il y a une déclinaison, effectivement, il y a 3 ou 4 ans, qui maintenant se développe par thématique, par région, lancée par Éric Duverger, qui s'appelle donc la Convention des entreprises pour le climat. Donc, c'est plusieurs week-ends dans une année où des dirigeants passent du temps ensemble, prennent de l'info, mais aussi vont travailler ensemble sur comment, en tant que dirigeant, entrepreneur, cadre, je peux faire évoluer mon entreprise vers plus de respect de l'environnement et de la question climatique. Et donc moi, à l'époque, je co-dirigeais effectivement le groupe SOS, donc un des plus grands acteurs associatifs français, un peu plus de 20 000 salariés. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, même intellectuellement, je ne sais pas si vous avez fait déjà ça en vous demandant si comment votre entreprise peut avoir l'impact environnemental le plus limité. Donc, le groupe SOS, pas très compliqué, hein, c'est des établissements, donc il y a la question du bâtiment, de l'énergie, on sert des repas, donc l'alimentation, et puis après, vous avez des salariés qui prennent leur voiture, voilà, et vous pouvez jouer sur ces curseurs-là. Mais si vous voulez vraiment, parce que vous pouvez pousser les curseurs très loin, mais à un moment, vous êtes quand même limité. Il y a quand même des salariés qui doivent se déplacer, vous avez quand même des hôpitaux, des EHPAD, des crèches, donc il faut les construire, il faut les chauffer, etc., etc. Et donc, en poussant vraiment, et c'est ça qu'il va falloir faire à un moment dans notre société et que malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même se triturer un peu le cerveau et se dire, c'est pas juste on modifie 2-3 trucs à la marge, c'est-à-dire qu'il va falloir changer de modèle. Et donc un acteur comme le groupe SOS, donc lutte contre les exclusions, accompagnement du grand âge, des hôpitaux, des crèches, je vous le disais. Moi, intellectuellement, alors ça va prendre du temps, hein, mais j'étais à l'arrivée jusqu'à il faut un changement, alors qui ne concerne pas que cette organisation-là, mais du coup, vous pouvez aussi vous dire comment j'ai un plaidoyer peut-être plus poussé. Il faut que la société change. Et moi, j'en étais arrivé il faut passer d'une société de la réparation à une société de la prévention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un acteur associatif comme le groupe SOS, la Croix-Rouge, l'Association des paralysés de France, on parlait de handicap tout à l'heure, etc., vont faire beaucoup plus de prévention que de réparation, vous avez un enjeu, alors vous me demandiez social, environnemental, là c'est un bon exemple, c'est-à-dire que beaucoup plus de prévention, donc prévention santé, prévention éducation, c'est-à-dire que vous allez faire, comme je le fais aujourd'hui dans mon association, de la prévention dans les familles pour qu'il y ait moins de problèmes familiaux, de violences, etc. Mais la prévention santé, évidemment. Si vous changez de modèle, et notre société elle n'est pas encore là-dedans, j'espère que ça viendra un jour, donc vous investissez beaucoup plus sur la prévention. Vous avez par exemple dans un acteur comme le groupe SOS des salariés qui vont passer beaucoup plus de temps à aller dans les familles, à aller dans les écoles, pour aller dans la rue, pour justement faire de la prévention sur comment être en bonne santé, comment vieillir en bonne santé, comment, etc., etc. Votre société, elle sera beaucoup plus apaisée. Il y aura moins de problèmes de santé, il y aura moins de violence, il y aura moins... Et d'un point de vue environnemental, c'est bon, en fait. Parce que, par exemple, un acteur comme le groupe SOS, donc, que je co-dirigeais, aurait... Après, c'est des grandes évolutions, hein, des longues évolutions, mais les salariés auraient peut-être moins besoin de faire beaucoup de kilomètres pour aller dans des grands hôpitaux, des grands EHPAD, mais ils feraient plus peut-être en proximité de leur territoire pour se rendre dans des domiciles, dans des écoles, à la mairie, justement pour passer plus de temps sur cet aspect préventif. Et donc, c'est bon socialement et c'est bon d'un point de vue environnemental. Parce que si les gens, effectivement, ils sont en meilleure santé, ils consomment moins de médicaments, par exemple, et on sait que l'industrie pharmaceutique a un impact pas terrible sur l'environnement. Voilà, donc j'avais trouvé ça intéressant. Oui. Et alors, en fait, comme c'était ma 4e question, donc je vous en pose une autre. J'anticipe un peu. Voilà, qui vient sur le terrain, comme ça, qui arrive. Ma 4e question, en lien avec ce que vous disiez, ça va faire certainement un lien avec la fresque du climat. C'était justement qu'on est quand même dans une société de l'immédiateté. C'est-à-dire que voilà, il y en a un besoin, on veut qu'il soit nourri tout de suite. Est-ce que justement revenir sur... on a un petit peu évoqué le sujet quand on a parlé pour préparer cette conférence sur une relation au temps qui change aussi, et puis aussi la prise en considération des impacts
de chaque action qui est posée à plus long terme. Et la fresque du climat fonctionne dans cet ordre-là. Est-ce que ça soutiendrait aussi, selon vous Alors, c'est là où, malheureusement, ça devient compliqué, tout ça. C'est-à-dire que... Et c'est là où il faut qu'on soit tous un peu des résistants. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système, globalement, qui nous pousse tous à être dans le court terme, à réfléchir, notamment pour les entreprises cotées, par exemple, évidemment, la rentabilité. Mais finalement, on est tous un peu là-dedans. On voit que le politique est aussi beaucoup là-dedans. Enfin, les médias, évidemment. Et ça, c'est la question à laquelle c'est difficile de répondre aujourd'hui. En tout cas, je pense que là, ça passe effectivement par une dimension militante, quelque part, de chacun et chacune d'entre nous, et dans tout ce qu'on peut faire au quotidien, dans nos entreprises et ailleurs, et d'essayer de basculer à un moment donné de ce court terme à des réflexions plus long terme. Je parlais de prévention. Bon, on sait que la prévention, ça peut coûter plus cher, évidemment, à court terme, mais par contre, sur le long terme, c'est inestimable la différence de coût. Si la prévention, sur le tabac, c'est un très bon exemple. Si vous investissez massivement sur cette prévention-là, vous savez que 10, 20 ans, 30 ans après, vous avez rentabilisé, mais de façon extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup moins de cancers, etc. Et le coût pour la société sera bien moindre. Mais je ne sais pas, c'est difficile de... Et on revient à cette notion de responsabilité, d'être responsable effectivement de ce qu'on fait. Dans quel monde on veut vivre, quelle personne, et quand on parle de management, c'est finalement un peu ça, bienveillant, c'est quelle personne, quel manager j'ai envie d'être. Et peut-être qu'il faudrait revenir un peu à ça parfois, et qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est des questions qui malheureusement dans notre société sont jamais... On n'a pas beaucoup dans notre société de débats. Parce qu'on ne prend pas ce temps justement peut-être de le faire. Oui. Alors on parlait justement de quel manager j'ai envie d'être. Vous dites que la transition écologique doit être perçue de manière joyeuse. Et donc en quoi ça peut changer aussi la manière d'aborder la RSE et donc soutenir le management ? C'est ce qu'on disait. C'était un peu la question qu'on se pose jamais dans notre société, collectivement en tout cas. C'est quoi, par exemple, réussir sa vie ? Qu'est-ce que ça veut dire que réussir aussi en tant que manager ? Est-ce que c'est laisser tout le monde en burn-out et puis justement avoir la meilleure rentabilité possible à court terme, sachant que sur le long terme, si toute l'équipe est par terre, à un moment donné, ça va se voir quand même, il va y avoir un petit problème. Donc c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'incarner. Je crois beaucoup à l'incarnation. Le mot d'exemplarité a aussi été prononcé plus tôt. Donc qu'est-ce qu'on a envie effectivement d'incarner ? Je trouve que c'est une bonne question, avec cette question de l'empathie qui pour le coup est revenue un peu dans le débat ces derniers temps avec Elon Musk qui dit que l'empathie est une faiblesse. Vraiment, est-ce que l'empathie est une faiblesse ? Et à la fois, c'est tous les paradoxes de notre société. C'est-à-dire que celui qui dit ça, à la fois, est l'homme le plus riche du monde. Donc ça prouve aussi, malheureusement, que dans notre modèle actuel, on peut réussir, pas tel que je le disais il y a quelques secondes, mais réussir d'un point de vue économique, ou en tout cas financier, même si... Et c'est là où il y a quand même quelques signaux un peu positifs. On voit que ce qui se passe avec Tesla depuis quelques semaines montre que on ne peut pas non plus complètement faire n'importe quoi quand on est un chef d'entreprise et qu'à un moment donné, effectivement, il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'individus et donc de citoyens et donc de consommateurs qui commencent dont la conscience s'éveille et qui n'ont pas forcément envie, effectivement, d'acheter des produits qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Donc, moi, ça fait très longtemps que je dis, mais malheureusement, ça met un peu de temps à arriver, que les entreprises les plus vertueuses seront aussi, finalement, les plus rentables, entre guillemets. Bon, ça met un peu de temps, mais quand même, on voit bien, avec tout ce qui se passe sur les enjeux sociaux et environnementaux, qu'une entreprise qui fait n'importe quoi d'un point de vue environnemental ou climatique, un jour, ça sera plus possible, parce que l'être humain met un peu de temps à réagir et que malheureusement, il y a des catastrophes qui vont commencer à se multiplier et que collectivement, on va dire, c'est pas possible, stop. Il faut arrêter d'émettre du CO2 massivement dans l'atmosphère, par exemple. Alors, ah mince, mon chiffre, il s'est effacé. Je ne sais plus si c'est 84%, 74%. Vous m'excuserez l'approximation. Je crois que c'est, on va dire, 74% des travailleurs estiment donc que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est important. Et 61% des personnes n'accepteraient pas un emploi s'il perturbait leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Donc, quelles nouvelles pistes les entreprises doivent-elles explorer pour considérer ces attentes et quels impacts positifs peuvent-elles en tirer ? Oui, on sait que sur certains secteurs, certains métiers, effectivement, c'est difficile de recruter aujourd'hui. Donc, il faut effectivement donner du sens. La question des conditions de travail, évidemment, et on voit bien aujourd'hui, effectivement, que sur certains recrutements, il faut être à l'écoute des exigences des salariés en termes de modalités de travail, le télétravail, évidemment, etc. Je crois qu'il s'est réinventé un peu le modèle et effectivement, alors on parlait beaucoup, peut-être un peu moins aujourd'hui à la mode, mais d'entreprises libérées à un moment, enfin tous ces trucs. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas sur la façon dont on permet aux gens de se sentir bien, de se sentir responsable, la notion de confiance. Enfin, ça interroge plein de choses. C'est la façon dont on recrute pour justement recruter aussi des gens à qui on va pouvoir faire confiance, parce que c'est vrai que souvent quand on est manager, je trouve qu'on passe pas forcément suffisamment de temps sur le recrutement parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais le management, il commence par le recrutement et savoir avec qui on a envie de travailler, quel type de profil. Et si on est clair sur qui on a envie de recruter, qu'on ne s'est pas planté sur le recrutement, je pense qu'il peut commencer à se développer effectivement pas mal de choses sur la confiance, le fait de ne pas être tout le temps dans le contrôle, même si c'est des choses qui s'organisent progressivement pour que les gens aussi se sentent à l'aise dans leur travail et aient envie d'y rester. Après, c'est parfois des réflexions qui sont aussi réservées à une forme aussi j'allais dire d'élite, mais en tout cas qui concerne beaucoup les cadres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de salariés aussi qui n'ont pas ces choix-là, et qui sont obligés de choisir un job parce qu'il faut bien vivre, il faut bien payer les factures à la fin du mois. Donc il y a aussi quand même une dimension de... Certes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent avoir des exigences quand ils recherchent un emploi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui subissent des métiers qui sont encore difficiles, parfois obligés de prendre plusieurs jobs, les femmes de ménage. Il y a quand même un sujet aussi social derrière ça où il ne faut pas non plus oublier que pour certains, il n'y a pas forcément beaucoup de choix non plus dans son quotidien et que le quotidien est difficile. Et en même temps, parfois, c'est aussi des difficultés à trouver des personnes qui exercent ces métiers-là aussi. Alors, ce sera la dernière question. Vous êtes suivi donc par près de 100 000 personnes sur LinkedIn, comme je le disais tout à l'heure, où vous dénoncez, je le mets entre guillemets, tous les jours des héros et des héroïnes du quotidien. Quels enseignements les entreprises peuvent-elles tirer de votre projet ? Ça date, c'était le Covid, où comme beaucoup, on prenait parfois des apéros en ligne avec des amis et on se disait, tiens, c'est super les applaudissements pour les soignants à 20h. D'ailleurs, aujourd'hui sur LinkedIn, je parlais d'un soignant, d'un médecin qui avait été le premier à mourir du virus. Donc on a déjà oublié, mais l'investissement des premières lignes qui allaient des caissières au supermarché, aux soignants dans les hôpitaux et qui effectivement se sont... mobilisés de façon incroyable, donc il y avait ces applaudissements à 20h et avec mes amis là, quand on en discutait, on se disait ça va pas durer très longtemps malheureusement, mais c'était un bel élan. Il y en a pas tant que ça dans notre société, des élans comme ça où on est reconnaissant pour des gens qui font des choses qui quand même nous ont bien aidés à cette période difficile. Et donc on se disait comment on fait effectivement pour continuer à parler de ces gens extraordinaires. Il y en a plein, malheureusement nos médias en parlent jamais, mais des gens particulièrement en France qui ont des projets associatifs, qui font du bénévolat, qui même réinventent leur entreprise justement pour qu'elle soit plus sociale et environnementale. Il y a tellement de gens extraordinaires dans notre société, les soignants, les travailleurs sociaux, et c'est rageant d'ailleurs de voir à quel point nos médias se saisissent pas de ça et vont plutôt continuer à parler de tout ce qui va pas. Il faut en parler évidemment, mais et puis sur les réseaux sociaux, vous voyez au quotidien, c'est peut-être moins visible sur LinkedIn, mais sur les autres, c'est le défouloir c'est les gens qui passent leur temps à dénoncer tout et n'importe quoi, parfois de façon très violente et très agressive. Et donc à ces gens-là, on avait envie de leur dire, écoute, calme-toi un peu et dénonce plutôt tes héros sur les réseaux ou ailleurs. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est née cette initiative qui, moi, m'a passionné. Ça fait 25 ans que j'en croise quasiment tous les jours des héros et des héroïnes du quotidien. Donc pour moi, c'est pas forcément très compliqué d'avoir des idées. Et voilà, et c'est un truc
pour le tout coup extra-professionnel, même si parfois c'est lié. Est-ce que vous voyez l'impact que ça a? Vous avez des retours par rapport à ça, sur ce que ça a pu créer? En tout cas, il y a beaucoup de monde qui consulte mes portraits et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit effectivement que ça les avait aidés, que ça avait fait des connexions. Maintenant, l'idée, c'est d'aller plus loin. Donc moi, j'ai lancé un projet un peu de contribution, de crowdfunding, de réflexion un peu collective sur comment on passe de ça à ça peut prendre un peu de temps, mais c'est pour ça que si on est nombreux, c'est pas mal à réfléchir là-dessus. C'est comment on fait pour que justement notre société, nos médias soient davantage concentrés sur justement toutes ces personnes qui font des choses extraordinaires pour créer un cercle vertueux, parce que là on est quand même plutôt dans un cercle un peu vicieux en ce moment. Mais si on montre tout ce qu'il est possible de faire pour plus de liens sociaux, plus de solidarité, plus de fraternité, plus de respect de l'humain et de l'environnement, et ben peut-être qu'on va donner envie à la majorité des gens d'aller vers ça, parce que je n'ai pas complètement répondu à votre question tout à l'heure, mais c'est aussi de la joie, le fait de s'engager pour l'environnement, pour les autres. Et ça, malheureusement, on est dans un discours parfois qui dit les écolos, ou même les gens qui travaillent sur le social, ils sont pas rigolos. C'est pas vrai. Enfin, moi, la communauté de la fresque du climat que j'ai fréquenté beaucoup, que je continue à fréquenter, c'est des gens qui vont bien, qui sont même rigolos. Enfin, parce que quand on s'engage, quand on fait des choses, même si c'est face à des enjeux qui sont difficiles, qui sont durs, eh ben, j'utilisais le mot de résistant, et puis après j'arrête, mais j'utilisais le mot de résistant tout à l'heure, ça m'avait marqué. Alexandre Jardin, donc l'écrivain, qui a beaucoup travaillé sur la question de la Seconde Guerre mondiale, parce que son grand-père, je crois, n'était pas un résistant pour le coup, il était de l'autre côté. Et donc il s'est dit, il s'est dit comment je peux aussi raconter l'opposé de mon grand-père, c'est-à-dire ces gens donc, qui étaient collabos, et donc ces gens qui résistaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, donc j'avais discuté avec lui il y a quelques années, il m'avait dit ce qui m'avait interpellé, c'est que tous les résistants que j'avais interviewés, donc il disait ça, il me parlait aussi de la joie qu'il y avait, alors que bon, le contexte n'était pas très très rigolo, mais parce que résister, réfléchir ensemble avec d'autres à comment on peut changer le cours des choses, eh ben, ça crée, l'être humain, il est comme ça, et c'est plutôt rassurant et positif, eh ben, ça lui fait du bien. Donc voilà, je pense qu'il faut s'inspirer un peu de ça pour se dire, effectivement, le contexte n'est pas super sympa en ce moment, mais le fait de se battre collectivement pour trouver des solutions, ça rend heureux. Est-ce que la joie, elle vient aussi de ce sentiment d'être utile à quelque chose qui est bon pour tous? Mais oui, je crois. Je crois, la joie, elle vient du fait déjà de créer des liens avec d'autres, de réfléchir effectivement à la façon dont on peut changer les choses, de se dire effectivement, tiens, je suis utile. Oui, c'est quelque chose en tout cas qui fait qu'on est mieux dans ses baskets qu'en étant dans la surconsommation, ou en tout cas dans la recherche de la surconsommation permanente, qui, on le voit bien, ne remplit pas ces vides-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être un petit mot pour terminer. On a balayé plusieurs sujets. Nicolas, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être, j'ai envie de terminer par la même question que pour Marie-Amélie, qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être aux personnes qui sont devant vous dans la salle et devant l'écran? Je sais que justement les héros et les héroïnes du quotidien, les gens qui essayent de changer les choses, il y a cette forme d'humilité qui fait qu'on n'ose pas dire ce qu'on fait. Je côtoie aussi, par exemple, des gens qui donnent leur sang. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, je ne l'avais pas fait pendant très longtemps et depuis quelques années, j'essaye de donner mon sang régulièrement. C'est concret, c'est utile. Enfin, et d'ailleurs, je le fais moins là, mais j'ai pendant longtemps aussi commencé à raconter ça sur LinkedIn. Et puis, on parlait de ce que ça peut faire concrètement. Il y a des gens qui me renvoyaient des messages en me disant « J'ai vu que tu donnais ton sang sur LinkedIn, sur le réseau. » Du coup, je me suis dit que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc j'ai repris rendez-vous. Tout ça pour vous dire qu'il faut raconter ce qu'on fait. Comment on essaye de changer notre entreprise, peut-être pour la rendre plus sociale ou respectueuse de l'environnement, mais aussi à titre personnel. S'engager bénévolement, c'est super, mais si on peut essayer effectivement d'arrêter avec cette pudeur qui est top, qui est effectivement éminemment respectable, mais je crois qu'aujourd'hui, ceux qui font du mal à notre société, ils n'ont pas de mal à le dire, on le voit bien, ça se répand partout. Donc il faut que les gens qui
essayent de faire des choses bien, le disent sur les réseaux sociaux, à ses proches. Enfin, je crois que c'est l'enjeu, qui est un enjeu très lié à un enjeu qui vous est cher aussi, qui est celui de la responsabilité individuelle. Comment aussi je vais, et en termes de management, je pense que c'est important, comment je vais détricoter un peu ce qui fait que parfois je me comporte bien et moins bien. Parfois, en tant que manager, je peux faire du mal. On sait que le management toxique, c'est quelque chose qui est présent. Et ça, je pense qu'il faut que notre société accepte davantage, les hommes notamment, qui ont du mal avec ça, le fait de l'introspection, le fait de se faire aider d'un point de vue psychologique, par exemple. Je pense que le gros enjeu, il est aussi au niveau de la responsabilité individuelle. Comment je règle mes problèmes pour être finalement une meilleure personne ou un meilleur manager. Je crois que c'est important. Et si tout commençait juste par un sourire, finalement, un petit geste tout simple qui peut avoir un impact énorme. L'effet papillon, moi, voilà. J'y crois aussi. Ouais. Moi, j'y crois aussi beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas Merci Froissart. On Merci peut l'applaudir. Beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Nicolas, ne vous en allez pas trop vite. Je voulais quand même effectivement que vous renouveliez vos applaudissements par rapport à Nicolas Froissart, parce qu'il a eu cette gentillesse de venir aujourd'hui, et en plus, ses propos sont hyper productifs. Donc, merci en tout cas pour tout. Et puis, on espère vous revoir très très bientôt. En tout cas, si j'ai bien compris, sur LinkedIn, il y a toutes les chances. Oui, j'espère ailleurs aussi. Et dans la vraie vie, c'est vrai que c'est agréable aussi. Et dans la vraie vie. En tout cas, c'est vrai que pour une fois, Nicolas qui est sur LinkedIn, on a pu le voir en vrai, en live. Et il est ici à Verne-sur-Sèche. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi pour l'invitation. Vraiment, j'étais ravi d'être avec vous. Et je reste un peu, évidemment. Voilà. Eh bien, on va vous laisser la place. Merci, Nicolas. Merci, Swazik.